Bonjour à tous les amis, ce matin, midi en France, c'est à Ribeauvillé sur le marché de Noël ici en Alsace, car c'est là qu'il faut être en ce moment. Côté cuisine, Olivier Nasty, le chef 2 étoiles de Kaisersberg, à quelques kilomètres d'ici, viendra nous préparer un noble chevalier aux escargots et purée de champignons. Un vrai régal à l'alsacienne, croyez-moi. Pour la découverte, on peut faire confiance à nos chroniqueuses Hélène et Elena qui sont sur le terrain. Elena est d'ailleurs dans les rues de Ribeauvillé où se pressent des milliers de visiteurs. Elle va nous expliquer pourquoi. Bonjour Elena. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Alors oui, se promener dans Ribeauvillé, c'est l'assurance de passer un bon moment comme devant un bon film, celui d'Amélie Poulain, tiens par exemple. Alors du charme, des couleurs, des sourires que nous allons croiser tout à l'heure. Merci Elena, à tout à l'heure. De son côté, Notre-Dame Nature, Hélène Gâteau, eh bien Hélène est du côté de Gevenheim, à quelques kilomètres au sud de Ribeauvillé. Elle est dans une sapinière. Bonjour Hélène. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Oui, je suis dans une sapinière et pas n'importe laquelle, la plus grande d'Alsace. Alors, sapinière, c'est bien évidemment la culture de sapin. Et ici, eh bien, on en coupe des milliers pour les fêtes de fin d'année. D'ailleurs, peut-être que votre sapin vient ou viendra de cette parcelle. Allez, on se retrouve tout à l'heure eh bien, pour parler de la culture du sapin. À tout de suite. Merci Hélène, à tout de suite. L'invité de l'émission ce matin, eh bien, c'est Gérard Lézère. Gérard est spécialiste de Noël et des coutumes en Alsace. Il viendra un peu nous parler de cette magie qui entoure le marché de Noël. Une autre spécialiste de l'Alsace, c'est notre camarade Stéphanie Malorand de France 3 Alsace. Elle aussi, elle nous parle de cette magie alsacienne à sa façon. Oui, et la magie, Vincent, c'est aussi ce que les Alsaciens réussissent à créer, cette magie pendant cette période de Noël. Regardez ce marché de Noël, c'est féerique, on a envie d'y être malgré le froid, on s'y sent bien. Et d'ailleurs, pour changer d'ambiance, avec un peu plus de froid peut-être, on vous emmène au Grand Ballon. Le Grand Ballon, c'est le point culminant du Haut-Rhin à 1424 mètres. C'est le plus haut sommet du massif vosgien. Parfois, on l'appelle le ballon de Guebwiller. Et puis on y monte, on le connaît surtout depuis le 19e siècle, depuis que les chemins de fer permettent d'y accéder. Alors il y a des randonneurs qui peuvent braver le froid des fois, puisque c'est le coin le plus venteux du territoire. La température la plus basse a été recensée le 12 février 2012, moins 31,2 degrés. On n'y est pas quand même aujourd'hui. Et c'est peut-être par ces températures parfois qu'on peut y faire du ski, puisque c'est une station de ski avec 12 pistes, 8 téléskis, une station familiale juste sous la route des Crêtes. Vincent, bonjour Vincent. Ça va ? Pas bien ? Est-ce que ça te donne envie d'y descendre, Grand Ballon ? J'adore le ski. Quand j'étais jeune, j'ai même été mono dans un fameux club de vacances et je portais le vin chaud sur les pistes. Ici, il y a du vin chaud aussi. Olivier Nasty, grand chef alsacien. Bonjour Olivier. Super, fait plaisir de t'avoir dans l'émission. On était l'année dernière avec toi à Kaisersberg, c'est à quelques kilomètres d'ici, de Ribeauvillé. Et tu as tenu à revenir et je t'en remercie pour nous présenter une belle recette. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble, chef ? De l'omble chevalier, un poisson d'eau douce. Oh là 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 là, un quelle poisson merveille. qu'on peut trouver dans nos lacs, un peu partout dans les lacs en France. On peut le remplacer par de la truite également. Ah, de la truite ou du saumon. Voilà. Et comment est-ce que tu vas le préparer, Olivier ? Eh bien, écoute, je vais montrer une cuisson assez simple au four. On va enlever la peau, un petit jus de persil, des escargots, puisque... Escargots, on peut manger les escargots avec du poisson ? Ah, c'est un mélange qui est juste magnifique. C'est bien alsacien, et puis une écrevisse. Voilà, si vous trouvez au marché de jolies truites ou mieux de l'omble chevalier, restez avec nous, Olivier Nasty, notre grand chef 2 étoiles, va nous donner tous les trucs pour faire cette belle recette à l'alsacienne. D'ici là, on va aller retrouver Elena Mornin, qui est toujours dans Ribeauvillé et qui nous fait découvrir son architecture pleine de charme. Impossible effectivement Vincent de ne pas s'émerveiller ici à Ribeauvillé. Alors regardez ces ruelles, ces rues avec ces maisons colorées, elles sont bleues, elles sont jaunes, elles sont roses et surtout des maisons à colombage. Et à propos de colombage, eh bien figurez-vous que j'ai remarqué quelque chose. Du coup j'ai enquêté et je vais poser mes petites questions à François. Bonjour François. Bonjour Hélène. Alors je parlais de ces maisons à colombage comme celle-ci qui sont toutes séparées par un petit espace alors que d'habitude on les voit serrées les unes aux autres comme si elles se soutenaient les unes aux autres. Alors ce petit passage déjà il a un nom, comment ça s'appelle ? Ça s'appelle un schlupf. Un slopes. Une séparation des maisons pour éviter que le feu se propage dans les environs, dans les voisinages.
Ah, c'était ce qu'on avait fait effectivement au Moyen-Âge pour éviter la propagation des feux. Pas mal cette idée de schloups. Alors, un autre personnage important ici, à Ribeauvillé, c'est le ménétrier qui est juste à côté de moi. C'était ces saltimbanques du Moyen-Âge qui venaient égayer, divertir la population. Ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi Ribeauvillé est la ville des ménétriers. Pourquoi ils ont choisi cette ville? Parce que dans le temps, il y a plus de 600 ans, les ménétriers passaient de village en village pour divertir les gens. Et un ménétrier qui a cassé son fifre. Ah, le fifre, c'est le petit instrument qu'il joue. Exact. Et le seigneur de Ribeaupierre lui a remplacé c'était son gagne-pain. Alors depuis, ils ont fait la fête. Et le premier dimanche de septembre, ils ont fait la fête. Ils se rassemblent à Ribeauvillé. Et c'est une grande fête ici en hommage aux ménétriers en septembre. Alors moi, j'aime beaucoup l'idée que les ménétriers ont mis Ribeauvillé en musique. Et il faut savoir que de septembre à octobre, en mois d'août, quand vous voulez, la ville est absolument délicieuse. Merci Elena, à tout à l'heure. Alors si l'architecture alsacienne est pleine de charme, on le sait bien, il suffit de regarder autour de nous. Les fêtes et les traditions de Noël, ça n'en manque pas non plus. Et j'ai demandé à Gérard Lézère, notre invité. Bonjour Gérard. Bonjour Vincent. Bienvenue à Midi en France. Alors vous êtes le spécialiste justement de ces fêtes de Noël. Et on peut dire que le marché de Ribeauvillé, il est particulier de ce point de vue, Gérard. Oui, il est particulier parce que c'est un marché de Noël médiéval. Donc on y trouve des produits médiévaux, une ambiance médiévale avec la jolie tour qui est derrière nous. Et c'est ce qui fait l'originalité de ce marché de Noël de Ribeauvillé. Est-ce que ça vient en opposition avec cette dérive un peu marchande et commerçante de certains marchés de Noël? Opposition peut-être pas, mais en tout cas, chaque commune ou chaque pays de Noël essaye de trouver son originalité et la ville de Ribeauvillé continue à cultiver cette tradition et c'est un très 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 grand moment, c'est plein de monde comme aujourd'hui et donc il est normal qu'il y ait un marché médiéval à Ribeauvillé. Alors, on parlera de votre ouvrage, le Noël, le Weihnacht. Alors, le Weihnacht, c'est le Weihnacht, c'est Oui, Noël. C'est Weihnacht, l'appellation de Noël. c'est Noël en alsacien. Voilà. Marché de Noël dit cuisine autour de Noël, bien entendu, la période où on aime se faire plaisir. Et on a avec nous Olivier Nasty. Voilà notre humble chevalier. Regarde si c'est beau comme C'est magnifique. comme animal. Maintenant, il va falloir aller chercher l'arête dorsale. J'ai noté que tu prenais cette nageoire pour soulever, pour étirer un petit peu, pour Voilà. lifter. Mon couteau, il vient s'adosser à l'arête dorsale. Et puis après, l'idée, c'est de venir positionner mon couteau comme ça, oblique, tu vois. Hein? D'accord, on le pose Tu vois? sur l'arête, on le fait Regarde. glisser sur Regarde l'arête. ça. Je suis sur l'arête, tu vois là. D'accord, formidable. Hein? Et l'important, quand on fait ça, c'est de ne pas abîmer les chairs. Parce que quand on abîme les chairs, tu vois, là j'ai un peu abîmé par exemple. Et bien à la cuisson, eh bien, il va rendre son eau et il sera moins goûteux, moins ferme. Moins on abîme et plus ça sera Absolument, respecté à la absolument. cuisson. On revient à la recette immédiatement. En attendant, on va retrouver Hélène Gâteau, notre dame nature du jour. Elle est dans une sapinière pour répondre à la question d'où viennent les sapins de Noël. Eh bien, je crois en grande partie d'Alsace, non? Et oui Vincent, je vous rappelle qu'à l'origine, l'histoire du sapin de Noël, eh bien elle est d'ici, elle est d'Alsace. Alors là, à quelques jours de Noël, c'est encore le rush dans la sapinière. Ici, on cultive 6 variétés différentes de sapins sur 27 parcelles différentes et au total 30 hectares. Je retrouve tout de suite Benoît. Benoît, vous êtes le producteur de sapins. Vous allez couper combien d'arbres en ce moment par jour? Alors, tout dépend de la météo, mais on peut couper sur le parcellaire entre 200 à 2000 arbres par jour. Quel âge ont les sapins que vous allez couper justement? Et ils ont 4 ans pour les plus jeunes, jusqu'à en moyenne 10-12 ans pour un arbre mature. Alors par exemple celui-ci, hop, on va le lever pour le voir, l'admirer. Il a été coupé, c'est quoi ça? C'est un Nordmann, un sapin Nordmann, donc, qui fait 2,50 m et qui est âgé de 12 ans de culture. Plus 4 ans de la graine au plant, puisqu'il faut savoir qu'un jeune plant qu'on met en terre a déjà 4 années. D'accord. Et cette année, quel est le plus grand arbre, le plus grand sapin que vous avez coupé ou livré? Alors le plus grand sapin qu'on a coupé, il fait plus de 16 mètres. Il a l'âge de l'exploitation, donc il a 25 ans, et on l'a livré à la ville de Colmar. D'accord. Alors derrière vous, il y a toute l'équipe qui est en train de travailler. En quoi consiste le travail justement du bûcheron là? Le travail, c'est après la coupe, c'est la mise en filet, donc c'est ce qu'on voit justement derrière nous. La taille des pieds en fonction du diamètre demandé par le client. Tous ces arbres, on les ramène sur la plateforme chez nous, à l'exploitation. Et puis c'est conditionné en palette pour expédier par camion ou remorque aux clients.
Alors Vincent, Benoît, pardon, vous êtes né dans les sapins, hein, puisque c'est vos parents qui ont créé l'exploitation il y a 25 ans de cela. C'est un métier qui vous plaît, que vous aimez? Effectivement, je pense qu'il faut être passionné pour le faire, puisque c'est un métier de patience. Savoir qu'on met un jeune plant en culture et attendre 12 ans avant de l'exploiter, c'est un peu à contre-courant de ce qui se passe actuellement, mais non, je suis très fier de ça, oui, très très fier. Et puis après, vous avez vos sapins qui vont orner les maisons pendant toutes les périodes de Noël. Ouais, c'est surtout intéressant de savoir qu'on réchauffe le cœur des enfants pendant les périodes de fête. On va tout de suite se retrouver à l'endroit où justement on vend les sapins de Noël aux clients. A tout de suite. Merci Hélène, qu'on retrouvera au milieu de ces sapins. Alors, au milieu des sapins, j'ai envie de dire les Alsaciens, parce que du sapin de Noël, il y en a partout ici, Stéphanie. Il y en a partout, on a déjà des belles forêts de sapins. Il faut dire que c'est ici qu'on l'a vu pour la première fois. Ça date du XVIe siècle, de 1521, la première mention du sapin. Alors pourquoi? Eh bien parce que le sapin représente le Christ, l'Éden. On y met dessus des petites pommes qui représentent Adam et Ève, la chute du paradis. Alors au début, il n'y a pas d'illumination. Et puis, à partir de 1546, la ville de Sélestat autorise de couper les sapins. Donc les gens peuvent couper les sapins, les décorer, les mettre chez eux. Et voilà, peu à peu, les petites pommes sont remplacées par des boules de Noël. C'est parce qu'il n'y avait plus assez de pommes. Gérard Lézère, vous savez ça? Tout à fait. 1858, les verriers de Meisenthal-Götzenbrück se sont trouvés devant un gros problème. Ils n'avaient pas de pommes. Et donc, ils se sont dit, comment est-ce que nous allons faire pour remplacer les pommes? Et ils ont eu l'idée de fabriquer des pommes, si on peut dire des boules en verre. Et depuis, les sapins de Noël en Alsace sont décorés avec des boules en verre. Nous pouvons être très fiers, nous, en Alsace, d'avoir créé cette tradition qui a maintenant essaimé dans le monde entier. Alors, ces illuminations qui sont dans le monde entier, nées en Alsace en quelque sorte avec la magie de Noël, on les retrouve partout ici, Stéphanie. Partout, dans tous les villages, surtout les marchés de Noël et puis surtout à Strasbourg, évidemment, le soir c'est important. Justement, ça réchauffe les cœurs avec. Mais dans les maisons aussi, chez les particuliers, dans les jardins. Alors, dans les maisons, oui, c'est-à-dire qu'il y a les communes qui s'investissent et puis les gens qui adorent ça. Ça va avec le linge de maison. Le linge de maison, c'est dedans et dehors, c'est les illuminations. Il y a de magnifiques guirlandes avec aussi des traîneaux, des petits Pères Noël. Il y a des décorations incroyables. Il y en a même qui se visitent. Il y a des circuits touristiques avec des particuliers qui font visiter leur maison, leur jardin. C'est devenu une tradition. On est déjà dans la recette de l'omble chevalier. Je vous rappelle que vous pouvez le faire avec une truite chez vous si vous ne trouvez pas d'omble. Par Olivier Nasty, notre grand chef de Je coupe étoiles. des petites tranches. Pourquoi des petites tranches? J'aime bien qu'il y ait des bouchées individuelles. Donc j'ai coupé quelques petites tranches. Oui, dans le filet qu'on a levé. Si vous avez raté ça tout à l'heure, vous retrouverez tout sur le site, bien entendu. Je vais le passer, c'est un poisson qui est tellement délicat et qui demande très peu de cuisson. Je vais le passer au four avec le four, le grill ouvert, allumé. Et je vais le passer. Juste comme la salamande, voilà, quoi. C'est-à-dire juste la salamande. Voilà. Et cette cuisson, cette température, on va donner un petit coup, on va enlever la peau délicatement. Je vais vous montrer ça. Génial, vas-y, continue, Olivier, il n'y a pas de Voilà, problème. je vais on met au four. Regarde. Alors regarde, j'en ai pris un, j'en ai plus rien pour te le montrer, tu vois. Je l'ai mis juste. Ça y est, là. Regarde. C'est juste presque nacré, quoi. Il a pris, le poisson est encore très très rosé. Donc juste en dessous de la peau, il y a un petit gras. Et une fois que ce gras a pris le chaud, tu enlèves la peau facilement. Une fois que la peau est enlevée, le poisson il a quasiment sa cuisson. Tu le tiédis bien au four. Et une fois qu'il est tiède, tu as la bonne température. Formidable. Bien entendu, on va accompagner ça tout à l'heure, puisque Stéphanie, qui nous parlait des sapins, va nous parler des vignes. C'est important, ici on est sur la route des vins. Et oui, on est sur la route des vins, ici à Ribeauvillé. Et puis autour de Ribeauvillé, il y a plein de petits villages, justement, où on fait du bon vin, des grands crus. Vous savez qu'il y a 7 cépages en Alsace. Et puis ici, on trouve des grands crus, comme à Beblenheim. Il y a une avis, Rigvir, qui fait du bon vin. À Roderne, c'est le berceau du Pinot Noir. Moi, j'aime beaucoup le Pinot Noir, je ne sais pas vous. Mais en tout cas, c'est fantastique. Voilà. Le Pinot Noir, c'est quand même un des vins qui changent du Riesling, c'est le côté rouge. Moi, j'ai pas envie de changer du Riesling, je te le dis carrément, parce que c'est aussi un particularisme extraordinaire, cette diversité de cépages alsaciens. Alors, avec nous, notre invité, merci Stéphanie, notre invité Gérard Lézère, qui est spécialiste du folklore et des traditions populaires en Alsace. La vigne, c'est évidemment très important, puisqu'elle marque tout ce pied du massif des Vosges tout au long de la route des vins. D'ailleurs, vous êtes venu avec un élément qui a l'air d'être issu de la vigne. En réalité, c'est une plante qui vient du désert palestinien qui s'appelle la rose de Jéricho. Et dans la tradition populaire, autrefois, la nuit de Noël, on la mettait dans une
un verre ou une assiette pleine d'eau. Elle s'ouvre au bout d'une heure et demie et on donnait à chacune des petites branches le numéro d'une parcelle de vigne. Et si elle était bien ouverte la nuit de Noël, elle annonçait la qualité des vendanges de l'année à venir. Donc la nuit de Noël était très importante pour connaître l'avenir. Et à la base, c'est quoi cette objet? C'est une plante qui s'appelle la Anastatica hierokuntica, c'est son nom latin, et ça signifie celle qui renaît. Parce qu'on a l'impression qu'elle est morte, pas du tout, elle dort. On la met dans l'eau et au bout d'une heure et demie, elle se réveille et elle annonce donc la nouvelle année. Eh ben, on apprend des tas de choses et notamment qu'il y a des plantes qui hibernent comme les ours. Il y en a une qui hiberne pas. C'est Elena Morna, toujours en balade dans les rues de Ribeauvillé, qui nous fait découvrir l'hospitalité à l'Alsacien. Il faut dire qu'on est accueillis à bras ouverts ici, Elena. Surtout ici, Vincent, chez François et Denise, qui ont la chance d'habiter une maison remarquable, ici, place du Bouc à Ribeauvillé. Alors regardez, pour y pénétrer, je dois emprunter cet escalier. Il a son importance, il est tout en pierre. C'est un escalier d'époque, du XVIe siècle. XVIe siècle, c'est d'ailleurs la période de construction de cette demeure remarquable. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on a l'impression qu'elle est restée figée dans le temps avec ses poutres. Alors, il faut dire que c'est le fruit d'un travail, d'une restauration que l'on doit donc à François et Denise. Bonjour Denise. Bonjour Elena. Alors, nous sommes en 1973, vos parents habitent à côté et puis finalement, vous craquez pour cette maison. Voilà, tout à fait. Parce que comme elle n'était plus habitée, ni habitable dans l'état, et il fallait pouvoir acheter l'autre partie. Comme elle était mitoyenne, donc on s'est lancé dans l'aventure. Une aventure incroyable. Quand je vois la photo, c'était une véritable ruine avant. Vous avez été aidé par un architecte qui, lui, était passionné de Renaissance et de XVIe siècle. C'était l'architecte des bâtiments de France qui nous a bien suivis, bien conseillés. Et même l'entreprise qui a fait le gros œuvre était partie pour les restaurations anciennes. Il faut dire aussi que votre époux François a donné beaucoup d'huile de coude pour faire ressortir les encorbellements, faire ressortir aussi les fameuses poutres. Et vous avez aussi un mobilier assez remarquable, notamment ce poêle qui est derrière nous. Il vient d'où? Il vient de mes parents, qu'on garde en honneur, parce qu'il a une forme spéciale, octogonale, et le tuyau en lyre, en forme de lyre, qui diffuse beaucoup de chaleur. Voilà. Et la chaleur, la générosité, ce sont les valeurs qui se partagent ici, dans cette maison, à Ribeauvillé, la maison de Denise et François. À propos de chaleur et générosité, regardez ce que nous a préparé Denise. Je vais vous laisser dire ce que c'est, je ne voudrais pas écorcher le mot. C'est un Christstollen. Christstola en alsacien, et c'est un gâteau spécial pour Noël. Et bien voilà. En période de Noël uniquement. Bon appétit à tous, je vais me régaler avec le Christstola. Merci beaucoup, Elena. Toujours sur le marché de Noël de Ribeauvillé, entouré d'une foule nombreuse avec Olivier Nasty, notre chef 2 étoiles. Alors, c'est fou comme ces gens viennent chercher le patrimoine, les traditions alsaciennes. Il y en a qui sont forts là-dessus, c'est l'écomusée d'Ungersheim, non? Oui, l'écomusée d'Ungersheim qui existe depuis 1984. En fait, l'idée remonte à 1971 quand des étudiants en archéologie, en ethnologie se disent tiens, le patrimoine se dégrade, les maisons alsaciennes, plus personne n'en veut. C'était une période un petit peu comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on va en faire? On va les déconstruire pour les reconstruire sur une zone, le bassin potassique. En 1984, ça a ouvert. Il y a aujourd'hui 72 bâtiments, des maisons, des écoles, des mairies qui sont installés là, des centaines de bénévoles qui s'investissent, qui sont déguisés, qui revivent comme autrefois au 19e siècle. Et les maisons, il faut savoir qu'elles sont meublées grâce aux dons des Alsaciens. Et puis, on peut y voir des artisans avec les savoir-faire d'autrefois, Gérard Lézère, les charrons, les forgerons, pour montrer aux enfants comment ça se passait l'Alsace avant. Oui, c'est un peu, Gérard Lézère, c'est un peu le village rêvé de notre passé. C'est un peu un conservatoire. Oui, c'est un conservatoire très important. On y montre les traditions populaires, on montre comment on vivait autrefois. Et c'est très important parce que c'est un lieu de mémoire, un lieu de visite. On peut y passer une journée magnifique. Et c'est vraiment un lieu que j'apprécie beaucoup pour m'y rendre de temps en temps, pour faire des dédicaces d'ouvrages ou bien pour participer à des réunions. Voilà. Et c'est un lieu qui ne veut pas rester figé parce qu'il y a le quartier du 21e siècle pour découvrir les maisons de demain alsaciennes. Donc ça, c'est important aussi. Oui, parce qu'en Alsace, nous aimons conjuguer tradition et innovation. Attention, voilà. On est en Alsace. J'adore. Ah non, mais notre chef, il se régale. Il se dit, oui, c'est tout à fait nous. Tiens, on va te faire plaisir, Olivier, puisqu'on va
se balader du côté de Kaisersberg, du côté de chez toi, n'est-ce pas Stéphanie? Oui, pour voir le pont fortifié Oh là 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 de la Weiss. Ça, c'est quelque chose. Ça, Ouais, hein, Olivier, là, franchement, là, les gens viennent du monde on est entier. chez vous. Le pont fortifié de Kaisersberg, qui relie la vieille ville à la ville haute. Il enjambe la Weiss, qui est donc la rivière, qui est longue de 24 km. Je ne sais pas si vous y pêchez. Bien sûr. Bien sûr, peut-être De que l'on très le très vient de belles là-bas. truites, c'est ça. Ah, de belles truites, voilà. Alors d'abord, il y a eu un premier ouvrage en bois qui permettait de franchir la rivière. Et puis en 1514, fut construit l'actuel pont en pierre afin de prévenir toute incursion ennemie par la rivière. On le fortifia. Et avec son parapet crénelé et son petit oratoire, ce pont fortifié de Kaisersberg est un ouvrage militaire unique en Alsace. N'oublions pas aussi que Kaisersberg est le village natal d'Albert Schweitzer, notre prix Nobel. bien Très sûr. important. Bien sûr, c'est important. On va retourner à la recette, Olivier. Alors, notre omble, il est cuit, on l'a vu dans l'étape Voilà. précédente. On a enlevé la peau, il est cuit. Je vais l'accommoder avec un petit peu d'escargot. Ouais, alors, J'ai c'est intéressant parce que l'escargot, partout où il y a des vignes, il y a des escargots. Forcément. Donc ici aussi, bien entendu. On les achète déjà cuits en bocaux, par exemple, en boîte. Alors, en général, ils seront bien meilleurs si on les achète cuits. On peut le faire nous, mais c'est de longue haleine. Moi, je l'ai fait quand j'étais gamin. Ouais. Beurre d'escargot, simple beurre d'escargot. Beurre, persil, ail, un Alors, petit pourquoi peu. on le dit à l'alsacienne, à ton avis? Parce qu'on y met un coup de Riesling. Non, un coup de muscat. Ah, de Un muscat. coup de muscat. D'accord. Ça, c'est la livèche. On met un petit peu de livèche dedans. Ça a ce goût, un petit peu fumé. La quelque part. livèche, c'est un peu comme de la